Je suis Marie-Hélène Gras, Régis Félix, nous faisons partie d'ATD Quart Monde tous les deux depuis une trentaine d'années. Et depuis une trentaine d'années, nous côtoyons au quotidien des militants Quart Monde, des gens qui vivent dans la grande pauvreté, des gens qui ont des parcours un peu difficiles avec l'école, qui ont souvent eu en tout cas des parcours douloureux, mais qui ont de grandes aspirations pour leurs enfants à l'école, qui croient très fort que leurs enfants peuvent réussir à l'école et qui misent vraiment beaucoup sur l'école pour la réussite de leurs enfants. Je mène actuellement un travail au Conseil économique, social et environnemental qui est lié à celui de Jean-Paul Delahaye, inspecteur général qui a reçu une mission de Madame la ministre sur grande pauvreté, réussite scolaire. Moi, je mène un travail sur une école de la réussite pour tous. Voilà, voir le positif dans l'école. Il y a des lieux dans notre école où la réussite de tous est en marche. D'ailleurs, on vient d'en entendre un. Il y a vraiment des lieux où la réussite de tous est possible. Et nous avons voulu, au Conseil économique et social, entendre ces lieux, comprendre pourquoi ça marche dans ces lieux, et puis ensuite faire des propositions pour dire, eh bien, il faut essaimer. Mais en faisant ce travail, nous avons également voulu travailler avec des personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Nous avons travaillé avec des enseignants, des chercheurs, des parents d'élèves qui ont la vie tout à fait normale, comme vous et moi, et puis des parents d'élèves qui ont la vie très difficile. Nous avons travaillé avec une dizaine de parents d'élèves qui ont la vie très difficile, et au cours de ce travail avec eux, pour préparer ce travail du Conseil économique et social, nous nous sommes rendus compte, nous le savions déjà un peu avec Régis, parce que depuis une trentaine d'années à leur côté, nous entendons ce genre de choses, mais là, c'était encore plus frappant, que le parcours de leurs enfants, il n'est quand même pas ordinaire. Le parcours des enfants, des parents qui ont la vie difficile à l'école, n'est pas ordinaire. Et je veux vous lire le parcours de 4 enfants. C'est une maman qui parle là et qui raconte le parcours de 4 de ses enfants. Et franchement, on pourrait comme ça vous en trouver des centaines et des centaines. Donc on a trouvé que c'était très représentatif. Mon fils S est entré en maternelle à 3 ans. À 6 ans, il entre en CP où son comportement est jugé perturbateur. La réunion d'une équipe éducative propose une orientation pour la MDPH, ce qui l'aurait donc reconnu handicapé. Nous avons refusé. Il a été transféré dans une autre école avec notre accord pour continuer son CP. Il est resté dans cette école jusqu'à son admission à la fin de l'école élémentaire dans un IM Pro. Il avait toujours des lacunes. Il est resté dans cet établissement jusqu'à 21 ans. À ce moment-là, il est revenu chez nous. Il s'est inscrit à la mission locale, à l'école de la deuxième chance, où il a fait des stages de travail du bois, dans les espaces verts. Les stages se sont très bien passés. Il était payé, il a même pris un logement. Puis, il s'est inscrit à l'AFPA, où il a fait un stage en maçonnerie. Mais là, il a abandonné en cours de route. Ensuite, il est entré à l'armée. Il a eu son CFG à l'armée. Quand il a quitté l'armée, il nous a dit qu'il voulait se débrouiller tout seul. On n'a plus de nouvelles pendant 4 ans. Et un jour, on a reçu un mail de lui. Il travaillait dans les marais salants. Il avait son appartement et sa copine. Il était très fier de dire qu'il avait réussi à se débrouiller tout seul. Et depuis, il est même devenu son propre patron. Il a 3 parcelles pour produire son sel. Ma fille, M, est entrée en maternelle à 2 ans. Elle a fait 2 CP parce que l'enseignant avait découvert qu'elle avait des problèmes auditifs. Les problèmes auditifs se sont arrangés avec des gouttes. Ensuite, parcours normal au collège. Elle a eu son brevet.
Elle aurait voulu faire du secrétariat. Mais le collège l'a inscrit en comptabilité. Ça ne lui plaisait pas du tout. Elle a fait 1 an au lycée professionnel en comptabilité. Ensuite, elle s'est inscrite à la mission locale et elle a eu son CAP d'esthéticienne. On a voulu mettre notre fils D en maternelle à 3 ans, mais ça le rendait malade. Le médecin nous a conseillé de ne pas insister et il est resté à la maison jusqu'à l'entrée du CP. Il a fait 2 CP. Il est rentré au collège et il n'a pas eu son brevet. Il a été inscrit en seconde pour un bac pro. Il voulait faire de l'informatique. C'est sa passion. Mais les autres matières ne l'intéressaient pas. Il a refusé de travailler dans les autres matières. Il a fini par décrocher. Il reste à la maison depuis ses 16 ans. Il en a maintenant 19. Notre fils T est entré en maternelle à 3 ans. Il a fait 2 CP. À la fin du CE1, l'école a proposé qu'il aille en CLAD, où il a passé 1 année. Il est revenu dans une école en CE2. Pour l'entrée au collège, il a intégré une SECPA. Il a continué en SECPA jusqu'en 3e, où il a obtenu son CFG. Depuis la rentrée 2014, il est en CAP agent polyvalent de restauration. Il aurait préféré la boulangerie, mais il n'y avait plus de place, sauf en internat. Il espère pouvoir faire un CAP de boulangerie après celui-là. Notre plus jeune fille, la dernière, est en 4e normale. En 3e, elle veut faire l'option découverte professionnelle 3 heures pour faire des stages de découverte des métiers. Voilà, c'est le parcours des 4 enfants de Babette. Je veux juste vous dire que nos travaux sur une école de la réussite pour tous, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une école de la réussite pour tous? Sur quoi on va baser cette école de la réussite pour tous? Eh bien, pour nous, une école de la réussite pour tous, c'est quand un jeune sort du collège avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Hélas, dans ce que nous venons d'entendre, nous n'avons pas, aucun des jeunes n'a atteint le socle commun. Voilà, je laisse la parole à Régis, qui va vous... 30 secondes encore. Voilà. Voilà. Pour vous dire que le parcours que Marie-Alette vient de nous lire, on l'a entendu bien des fois de la bouche de beaucoup de parents, sans compter que quand nous entendons les parents parler de leur propre histoire, dans leur propre histoire, il est question de vieux sigles, CPPN, SES, mais aussi IME, IMPRO, etc. Il faut aussi voir que l'orientation dans ces CLIS, ULIS, et nous parlerons aussi des SECPA tout à l'heure, même si c'est une branche qui n'est pas exactement la même, se font sur des commissions, d'abord des équipes éducatives, puis des commissions à la MDPH, dont les parents sont souvent exclus. Je ne dis pas qu'ils sont exclus volontairement, mais il est très rare que les parents participent à la commission. Et on pense à une maman, par exemple, qui nous a dit que, quand elle a raconté l'histoire de ses enfants, comme vient de le faire Babette dans ce que vous avez entendu, elle nous disait, on m'a dit MDPH, je ne savais pas ce que c'était, il était question de travail, je ne sais pas trop. J'ai posé des questions, puis on a continué à me dire MDPH. Et je pense aussi à tout un groupe de mamans qui, dans une université populaire du quart-monde, en entendant parler un directeur d'école, ont découvert, pendant l'université populaire, que leurs enfants étaient avec l'étiquette handicapé. Voilà, alors on va regarder un graphique. Voilà, désolé de... Bon. Alors, pendant très longtemps, on était sans données numériques sur ces questions-là. Nous, on avait notre découverte de militants du mouvement ATD Quart-Monde, mais sans chiffres, sans rien. Et puis en février 2015, donc très récemment, l'ADEP a publié un 4 pages sur la question avec ce graphique. Ce graphique, il est très parlant. Vous avez les 4 PCS, très favorisés, favorisés, moyenne, défavorisés, et puis des pourcentages d'enfants en CLIS et ULIS. Pas les SECPA, hein, c'est uniquement CLIS et ULIS.
vous constatez que le pourcentage des défavorisés, vous voyez, ça monte très haut, hein, et le pourcentage des très favorisés, ça monte pas très haut. Voilà, mais même pas besoin de mettre des chiffres à côté. C'est visuellement extrêmement parlant. Corrélation ne veut pas dire causalité, c'est-à-dire que loin de nous l'idée de dire donc c'est normal, quand on est pauvre, on n'est pas très intelligent, quand on est riche, on est très intelligent. Évidemment, c'est absolument pas ce qu'on tient à vous dire maintenant. Deuxième chose, il y a 3 types de handicap. Alors il n'y a pas la légende ici, et je ne me souviens plus exactement de la légende, mais retenez... C'est au-dessus, Régis. C'est au-dessus, voilà, pardon. Oui. Les handicaps en gris sont ceux qui sont le mieux répertoriés sur le plan médical par des spécialistes. Autrement dit, dans les PCS défavorisés, ce sont ceux-là qui sont les moins représentés. Dans les PCS favorisés, ce sont ceux-là qui sont les plus représentés. Là, des spécialistes ont donné un diagnostic. Là, c'est beaucoup plus flou, beaucoup plus flou. Le dossier MDPH, c'est un dossier qui a un contenu scolaire, qui a un contenu social, et puis il y a le test psychométrique, et on a enquêté un peu, on a questionné pas mal de départements, et on s'est aperçu que le test psychométrique était quand même la grande manière d'orienter. Sur les SECPA, pas de graphique, c'est pas la peine. Un rapport de novembre 2013 de l'inspection générale, le rapport de l'Aubier-Sora, disait 72% des élèves de SECPA sont de PCS défavorisés. 2% des élèves de SECPA sont de PCS favorisés. Et là aussi, le dossier d'orientation en SECPA, nous l'avons découvert récemment avec des yeux absolument effarés, écarquillés. Il y a un volet social dans le dossier d'orientation SECPA. On a enquêté, on a demandé, et on a vu que ce n'était pas réservé à 1 ou 2 départements, c'est général. Il y a un volet social pour orienter scolairement un enfant en SECPA. Voilà les constats. Alors on va vous donner un scoop, parce qu'on est dans la journée de l'innovation et que nous sommes en train de faire donc ce travail au Conseil économique et social. Je suis en train d'écrire les préconisations et je ne les ai pas encore présentées à la section, mais je me permets de vous en donner une parce que quand même, après ces constats et après avoir vu que l'orientation en SECPA, pour l'orientation en SECPA, il y a un volet social. Il y a donc discussion sur la façon dont les familles vivent. Et nous nous sommes dit, en section de l'éducation au Conseil économique et social, mais il n'y a pas de volet social pour orienter les jeunes en classe européenne ou en classe CHAM. Donc pourquoi y aurait-il un volet social pour orienter les jeunes en SECPA? Voilà, donc je me permets de demander d'enlever ce volet social pour orienter les jeunes en SECPA. Ce sera dans les préconisations que je ferai dans l'avis du CESE. Voilà, nous voulions vous dire en toute conclusion que tout cela n'est possible, cette école de la réussite de tous ne sera possible qu'avec la participation de tous les enseignants, mais également de tous les parents. Comme le disaient nos collègues précédents, c'est vraiment avec la participation de tous les parents que tout cela sera vraiment possible. Merci à vous.